Bienvenue à toutes et tous dans ce deuxième webinaire Visite inclusive du projet Interreg Destination Terry. Donc d'abord un petit mot sur qu'est-ce que ce projet Interreg Destination Terry 2 pour celles et ceux qui n'ont pas participé au premier webinaire. C'est un projet financé par l'Europe qui vise à faire de Terry une destination touristique durable et qui rassemble une vingtaine de partenaires. On le verra par après. Et donc, nos objectifs, c'est de valoriser et préserver les sites miniers, d'améliorer et promouvoir l'itinérance transfrontalière. On le verra sur la carte après, c'est un assez large territoire, donc c'est aussi bien l'itinérance pédestre que cyclable, développer une offre touristique et culturelle, soutenir les acteurs locaux et impliquer les habitants. Et tout ça, on peut avancer, Antoine, avec des outils innovants. On a notamment voilà, des podcasts, des visites virtuelles, de la gamification, enfin voilà, différents outils de manière durable, tourisme durable, voilà, c'est pas du tourisme de masse. Je reviens d'ailleurs personnellement d'un colloque tourisme et nature, tourisme durable et nature en Wallonie, organisé par la Fédération des parcs naturels de Wallonie et inclusif. Raison de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, on a l'objectif pour les différentes activités de notre projet de pouvoir permettre à un maximum de publics différents de rendre accessible la destination Terry à un maximum de public. Donc, on a 14 opérateurs partenaires. Donc, on voit ici la carte avec le territoire du projet, des partenaires notamment historiques des précédents projets sur la thématique des terris, avec le CPIE Chaîne des terris, le CARA et Espace Environnement, auxquels se sont greffés d'autres partenaires par la suite. Donc, au niveau français, on a des opérateurs culturels comme Culture Commune, Le Boulon, Mission Bassin Minier et Cœur d'Ostrovent Tourisme, donc aussi bien culturel, et gestionnaire et touristique. Et sur le versant wallon, la province de Hainaut, Visite Mons, la maison du tourisme de la Louvière, enfin la ville de la Louvière et la maison du tourisme du centre, la maison du tourisme de Pays de Charleroi. Et je pense qu'il y a encore quelque chose après, Antoine, Oui, si tu tu les as. cliques. Oui, mais si tu cliques, et alors il y a des voilà, 5 opérateurs associés, donc Lens-Liévin Tourisme, le département du Nord, IDEA, Centropole et la ville de Charleroi. Donc voilà, on est une petite vingtaine de structures différentes autour de cette volonté de développer de manière durable la destination touristique. Et voilà, d'un côté multifacette, multithématique, qui représente bien les terris en fait, qui sont à la fois euh, une destination tourisme nature, mais aussi patrimoniale. Et je ne vais pas en dire plus, je vais céder la parole à Antoine pour présenter les activités dans les cadres desquels on présente ce webinaire. Voilà, alors comme tu l'as dit, Roxane, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Antoine Tan, je travaille à Eden 62 et dans ce cadre-là, je vais décliner un petit peu ce que tu viens de dire, Roxane. Dans ce volet Interreg, on a deux gros modules de travail. Le premier module sur la formation à la fois des guides bénévoles, comme c'est le cas aujourd'hui, qui démarre par un webinaire et une journée terrain sur chaque type de handicap. Et puis, on a la formation d'éducateurs spécialisés pour les outiller davantage à ce qu'ils soient en capacité d'accueillir leur propre public dans la nature. Et un deuxième volet qui nous concerne moins aujourd'hui, mais dont Marie nous parlera brièvement tout à l'heure, c'est le développer une offre pour les publics à besoins spécifiques en termes d'aménagement. Voilà, c'est pas trop l'objet du webinaire aujourd'hui, puisque nous, on est vraiment là pour essayer de comprendre quels sont ces publics et comment nous, animateurs nature, qu'on soit bénévoles ou qu'on soit professionnels, on puisse les amener dans la nature. Et voilà la raison du webinaire. Je laisse la parole à ma binôme Stéphanie. Bonjour, alors moi c'est Stéphanie de Charleroi Nature. Ici nous sommes réunis tous ensemble de ce webinaire pour donc comprendre les besoins et les attentes des personnes déficientes visuelles, identifier les obstacles rencontrés sur le terrain et aussi favoriser les échanges et les connaissances mutuelles pour améliorer les guidances sur nos territoires.
Alors, pour cela, on a trois invités aujourd'hui. Marie Lemierre, qui est chef de projet accessibilité des espaces naturels au ministère de la Transition écologique. J'espère que Marie est bien arrivée. Il me semble que oui. Je suis Euh, bien là, je confirme. Ok, c'est bien. Super, Marie. Nous aurons aussi Yann Tondu, qui est président du... Alors, ce que j'adore en Belgique, vous avez un conseil consultatif communal de la personne en situation de handicap dans chaque commune. Donc, et toi particulièrement, Yann, Yann Tondu, donc à Écosine, conseiller par Alteo et formateur et conseiller en accessibilité en Belgique. Oui, tout à fait. Voilà. Et le troisième intervenant, qui est Louis Daigaro, qui est animateur socioculturel à l'UNADEV, donc l'Union des aveugles et déficients visuels sur l'île. Bonjour à tous. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Marie. Si Marie, t'es OK, on peut démarrer. Effectivement, bonsoir à toutes et tous. Moi, je m'appelle Marie Lemierre, je suis chef de projet à la délégation ministérielle à l'accessibilité. Donc, comme le disait effectivement Antoine, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais vous présenter peut-être brièvement un guide technique qu'a réalisé le gouvernement français en matière d'accessibilité des espaces naturels. Donc, un guide vraiment d'une centaine de pages qui accompagne les aménageurs, les maîtres d'ouvrage, les collectivités et même l'ensemble des associations de tous ceux qui œuvrent vraiment à l'accessibilité des espaces naturels au sens large, un guide vraiment qui vous accompagnera à la fois dans l'aménagement, mais pas uniquement, puisqu'on a tout ce qui est un volet qui comprend l'accessibilité plutôt par compensation, donc avec par exemple de l'accompagnement humain, de l'accompagnement animal, voire de l'accompagnement technique, avec des goélettes, des fauteuils tout-terrain électriques ou d'autres types d'aides à la mobilité. Donc, sur le PowerPoint, vous pourrez cliquer du coup sur les liens et ça vous renverra vers le site du ministère qui vous permettra de télécharger le guide en question avec un volet de fiches techniques qui est développé. Donc, c'était un ensemble de documents qui a été produit dans un groupe de travail très large, à la fois sur l'Office national des forêts, donc ceux qui gèrent nos forêts à l'échelle de la France, mais aussi différents acteurs, des associations, des institutions, des entreprises. Et également, sur le site du ministère, vous avez une page qui est dédiée à l'accessibilité des espaces naturels. Donc, c'est à cet endroit-là où vous trouverez toute la doctrine réalisée par la France, mais pas uniquement. Et vous avez des webinaires. Ce matin, il y a eu un webinaire et le replay est disponible avec un exemple concret d'exemple. Donc, vous trouverez facilement le lien en ligne avec la présentation. Et vous avez également des projets d'aménagement de sentiers, de projets exemplaires, on appelle cela, qui vous illustrent vraiment euh, la conception d'un projet en passant par la gouvernance, son financement, avec des photos, et puis les retours d'expérience sur différents points de la conception d'un projet. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre connaissance. C'est vraiment très didactique, très intuitif. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter Antoine ou Stéphanie qui pourront me transmettre vos potentielles questions. Voilà. Antoine, il y a un petit souci technique. On Oui, revoit, oui, on c'est a vu ça. défiler des IA. Ok. Oui, oui, j'ai voulu avancer, etc. Mais je crois que l'ordinateur, il sature un peu. Alors, je recharge le diaporama et je remercie Marie, puisqu'en fait, c'était pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, on en avait parlé de ce premier guide et c'était vraiment l'idée de d'avoir un standard et d'avoir des exemples. J'ai assisté ce matin à ton webinaire, Marie, qui était Oui. assez complet, riche, et j'invite en tout cas peut-être les professionnels à aller sur le site. Je pense que nous, on peut mettre peut-être Karine ou Roxane le lien dans le chat. Oui, je vais l'ajouter. Ok, Je vais super. l'ajouter, puis en parallèle, juste deux petits mots sur le développement d'un standard, donc un standard de description des cheminements en espace naturel. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une grille de critères spécifiques, pareil, qui est travaillé avec une diversité d'acteurs, pour accompagner les personnes à décrire
l'accessibilité d'un espace naturel. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur la slide qui vous sera transmise, je pense à la fin de ce webinaire. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une harmonisation dans la description des cheminements en espace naturel, donc à l'échelle de la France, mais pas uniquement, qui pourra se développer à l'échelle internationale. Tout à l'heure, j'étais avec la Fédération européenne de randonnée pédestre, qui est également intéressée pour l'utiliser lorsqu'il sera opérationnel, donc normalement à partir du deuxième semestre de 2026. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez participer aux travaux, les GT sont ouverts à toutes et tous, donc et votre contribution sera tout à fait pertinente, donc et vous pourrez également consulter les documents qui sont produits par nos soins. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers moi ou Antoine ou Stéphanie si vous avez la moindre question. Merci Marie. Et je m'excuse par avance, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin puisque je vais enchaîner sur une autre réunion, mais Il n'y a pas de souci. je- Vous nous en avez parlé. Très bah, bien. merci à On vous. communiquera les questions, les éventuelles questions. C'est Euh, gentil, merci. Merci Marie. Et j'enchaîne du coup pour la première question avec Louis. Vas-y Louis. Alors, on va enchaîner avec la première question avec Yann. Donc, est-ce que vous avez déjà accueilli des personnes déficientes visuelles lors de vos sorties? Et donc, on va vous montrer sur votre fenêtre de Oui. PC un petit pop-up, ça s'appelle. Et donc, vous pouvez cliquer sur oui une seule fois, oui plusieurs fois, ou non, je n'ai pas eu de personnes déficientes lors de mes sorties. Donc, ben, le temps que vous répondez, on m'entend bien là, hein? Oui, 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 tout oui, on à fait. t'entend, Yann. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes. Vous ne me voyez pas, mais je vous rassure, c'est parce que je ne vous vois pas également, donc je suis une personne aveugle. Non, plus sérieusement, en fait, c'est lié à un petit souci de caméra. Voilà, c'est pas super important. Et donc, oui, dans un premier temps, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà, lors de vos activités, eu l'occasion de recevoir une personne atteinte de déficience visuelle. Mais c'est Alors, lors de vos sorties, c'est en fonction de ce que vous organisez, en fait. Si vous organisez des événements, des balades, comme ici, c'est à destination surtout des guides nature, ben, si ça vous est arrivé de recevoir des personnes atteintes de déficience visuelle à cette occasion. Faudra que quelqu'un me dise le résultat, hein, parce oui, que je ne oui, sais oui. pas, moi. Donc là, on a 33 personnes qui ont répondu et donc on est donc là oui, je pense que tout le monde a répondu, donc je peux mettre fin et partager les résultats avec tous. Donc sur les 33 personnes qui ont répondu, on en a 20 qui n'ont jamais voilà, accueilli des personnes déficientes visuelles lors de leur sortie nature. Mhm. 9 oui, une seule fois et 4 plusieurs fois. Voilà. Ok. Moi, ce qui m'aurait en fait ici intéressé par rapport à ceux qui ont l'occasion de croiser ou de rencontrer des personnes déficientes visuelles, c'est savoir, vous pouvez me mettre par écrit, hein, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer à cette occasion. Je serais assez curieux de voir un peu les difficultés que vous avez eues et ensemble, hein, dans ce cheminement, ben, ça va être un petit peu de la matière qu'on va travailler pour pouvoir vous aider à trouver des solutions et décanter un peu tout ça et donner de la matière, d'exemple pour aussi bien pour moi-même que pour Louis qui interviendra après. Et donc pour ça, Alors on vous voilà, invite à vous. à répondre dans le fil de discussion, vu que là, voilà, c'est une question plus ouverte. Il n'y a pas un petit pop-up, et donc à vous de nous faire part de vos difficultés rencontrées pour les personnes, voilà, qui ont répondu, qui avaient déjà été en contact avec ces publics dans leur sortie nature. Alors, il y a une première réaction d'Olivia, mais qui est peut-être plutôt une question, j'ai l'impression. Comment trouver le bon équilibre entre être attentif aux besoins et en même temps pas trop en faire, mais je pense qu'on pourra la garder peut-être pour la dernière demi-heure. Mhm. En Euh, attendant peut-être d'avoir dans les... oui, oui, peut-être voir s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un exemple d'une situation. J'ai une remarque de Marion qui nous dit peur de ne pas répondre aux envies, peur que le site ne soit pas assez adapté. Oui, mais eh bien ça Marion, en fait ce qu'il y a, c'est que je me rends compte en fait que je reçois également tous les messages qui sont écrits.
mon lecteur d'écran me les lit en même temps, donc c'est assez perturbant. Mais bon, ça c'est normal, c'est la technique, c'est les outils que j'utilise qui sont des outils adaptés, hein. Oui, en fait, la peur de pas bien s'y prendre, de ne pas bien faire, c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui. On va essayer de vous donner ben, quelques outils de base, hein, de la matière brute que vous allez pouvoir travailler, chacun avec vos personnalités, les sites sur lesquels vous travaillez. Et il faut pas non plus toujours vouloir en faire de trop. Il faut que vous utilisiez des outils avec lesquels vous-même vous êtes à l'aise, que vous maîtrisez. Pour pouvoir aider la personne, il faut pas non plus vous-même vous mettre en difficulté. Et c'est autour de ça, aujourd'hui, ben, c'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que nous sommes là également, pour vous aider à pouvoir acquérir ces outils. Et justement, Marion, ou bien peut-être Olivia aussi, qui avait mis un message à un moment donné, je voulais savoir, ben, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir, quand vous êtes rendu compte que vous aviez une personne déficiente visuelle, qu'est-ce que vous avez fait pour permettre une adaptation de la visite ou de la rencontre à ce moment-là? Et là, il y a différentes possibilités. Il y a un petit pop-up qui vous est mis en place et vous pouvez nous faire des propositions. Donc, dans ce sondage, faire cocher ce que vous avez utilisé pour pouvoir être désolé, hein, parfois je coupe, c'est parce que comme j'ai le lecteur d'écran à chaque fois qui cause, c'est très perturbant pour pouvoir répondre Mais ça va, les voilà, gens à cette demande. répondaient à ta question, Yann. Mhm. Et pour ceux qui ont posé d'autres cas, on peut se le réserver pour la dernière demi-heure. Ne vous inquiétez pas. Oui, il n'y a pas de frustration à avoir, hein. On a juste pris un exemple pour pouvoir orienter la conversation. Ça clique beaucoup? Oui, là, on est à 14 personnes qui ont répondu. Donc, je laisse encore un petit peu de temps pour que chacun puisse répondre. Après, c'est vrai que voilà, tout le monde n'avait pas été confronté encore à ce public sur le terrain lors de ces visites. Donc, je pense je peux arriver à clôturer le sondage. Maintenant, on est à 17 répondants. Et donc, sur les 17 répondants, donc à la question quelles adaptations ont le mieux fonctionné dans ce qu'on a pu mettre en place, la Mhm. majorité, 82%, ont répondu le sens du toucher à partir de l'existant, du vivant qu'on peut trouver voilà, sur le terrain lors de nos sorties nature. Puis on a ensuite 47% le sens du toucher à l'aide de matériel pédagogique, didactique. Vient ensuite l'audiodescription à 35% et le sens de l'odorat, 29%, et le sens du goût, 12% en dernier. Donc voilà une nette majorité pour le toucher de l'existant, du vivant disponible sur le terrain. Ouais, 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 ouais. Eh bien, vous verrez que ces différentes approches, ces différents outils peuvent s'avérer vraiment utiles, ont tous une raison d'être. On donnera des exemples à ce niveau-là plutôt dans la dernière partie en répondant à vos questions. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu à cette question. Mais pour aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse faire la différence entre ce qu'est une déficience et un handicap. Donc, dans un premier temps, afin de pouvoir répondre à cette question, je vais vous demander, ben, est-ce que certains parmi vous portent des lunettes? Et alors, deux réponses Mhm. possibles. Oui, c'est oui ou c'est non. Bon, Ah, d'accord, on n'a pas Ah mis non, non, ceux qui portaient des non, lentilles. dans le sondage, on a mis, c'est pas c'est oui ou c'est non, c'est soit je suis une personne déficiente visuelle, soit je suis une personne en situation de handicap. Ah, non, alors là, il y a, Si t'avais pas, tu n'avais pas forcément le. c'était pas exactement ça. Mais ceux qui ont, voilà. Alors, on va faire plutôt ceux qui ont, en fait, qui portent des lunettes, mais levez la main simplement pour qu'on puisse Bah, avoir une idée du nombre de personnes. hop. Je sais pas du coup si on sait voir le nombre de alors, personnes je qui sais pas lèvent la si on main. sait voir, en tout cas, ceux qui ont. Oui, on sait voir le compte de main levée, donc parce qu'il y a eu des applaudissements en plus, donc je pense qu'on est au moins à 8 personnes, parce qu'il y a des choses temporaires qui partent. Je pense oui, voilà, Oui, on oui, oui. doit être à 8 Eh personnes à bien, peu près. en fait, pour les personnes qui Oui, portent 9. des lunettes,
je tiens à vous annoncer que vous êtes en fait porteur d'une déficience visuelle. Mhm. Je suis moi-même en fait une personne aveugle et je suis également porteur d'une déficience visuelle. Autrement dit, bienvenue dans la famille. Mais je vous rassure, votre déficience visuelle n'entraîne pas les mêmes handicaps que ma déficience visuelle. D'ailleurs, pour pouvoir y pallier, eh ben, il existe des outils qui vous permettent de pallier à votre déficience visuelle. Et moi, malheureusement, les outils, eh bien, vont être autres que des lunettes. D'ailleurs, on a l'ONU qui nous définit en fait de façon précise ce qu'est un handicap. L'handicap, en fait, naît de l'interaction entre une déficience et les difficultés architecturales, comportementales ou communicationnelles à laquelle la personne peut être confrontée. Donc, ce que moi je veux dire par là, dans cet exemple, je ne vais pas le donner par rapport à la déficience visuelle, mais par rapport à une personne en chaise, parce que par rapport à la déficience visuelle, c'est ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Il faut savoir que, par exemple, vous prenez une personne qui est en chaise, qui doit rentrer dans un bâtiment où il y a deux chaises, sa déficience motrice l'empêche de rentrer dans ce bâtiment, ce qui crée du handicap. Tandis qu'à partir du moment où on met un plan incliné, même s'il y a encore l'existence de deux marches à côté, eh bien, sa déficience motrice ne l'empêchera pas de pouvoir entrer dans ce bâtiment. Donc, malgré sa déficience, on a éliminé, eh bien, la place du handicap. Et en fait, vous, dans ce que vous allez mettre en place suite à ce webinaire, les outils que vous allez utiliser, la manière dont vous allez communiquer, le vocable que vous allez utiliser, va pouvoir permettre de diminuer le handicap, malgré qu'il y aura toujours la présence de cette déficience visuelle. Maintenant, donc, par rapport à la déficience visuelle, bah, je pense que vous comprenez un petit peu mieux ce dont il s'agit pour ce qui est de la déficience visuelle, mais il faut savoir que dans ce domaine-là, on va passer à la partie un petit peu plus rébarbative, qui sont en fait toute une série de chiffres qui sont importants pour savoir de qui on parle, de quel public on parle. Je sais qu'à un moment donné, là, il a été demandé, tiens, moi, ma difficulté, c'est plutôt de mettre en place des activités, des choses pour un public jeune. C'est vrai, c'est important, mais une chose que vous devez savoir, certains dans le groupe ici n'ont pas levé la main en disant, bah non, j'ai pas rencontré de personnes déficientes visuelles. En fait, ils ont peut-être rencontré des personnes qui étaient porteuses d'une déficience visuelle, mais qui ne le savaient pas elles-mêmes, parce qu'on est rarement avec un handicap visuel, mais cela vient plutôt en vieillissant, et la majorité des personnes porteuses de handicap visuel, ben ça c'est l'OMS qui nous signale, sont des personnes qui ont plus de 50 ans. Et dans ce domaine-là, peut se dire, bah, je vais mettre des outils numériques en place. Il faut savoir que en termes d'outils numériques, tout ce qui est site internet, application, on a à peu près seulement 10% des sites qui sont adaptés et utilisables par tout ce qui est lecteur d'écran et barrette de braille. Donc, pouvoir avoir des sites qui soient certifiés, validés, est un outil important. Quand on est occupé avec des personnes déficientes visuelles sur un site, on dit, bah, je vais faire des choses avec du braille. Il faut savoir qu'au niveau du braille, on a à peu près seulement 20% des personnes là qui sont des personnes aveugles qui savent lire le braille, qui ont la maîtrise du braille. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Forcément, vous avez le public jeune aveugle qui lui aura cette parfaite maîtrise du braille parce qu'il aura été pris dans le cours de l'enseignement. Mais quand vous êtes face à une personne âgée, ben, la probabilité qu'elle apprenne et qu'elle maîtrise le braille est beaucoup plus faible. Donc, chose importante également à ce niveau-là, à savoir à maîtriser. Tout ça pour vous dire que 3% à peu près, hein, les chiffres varient très légèrement par rapport au public belge et au public français, mais quand on prend les moyennes, on a à peu près la même chose, mais à peu près 3% en fait du public est porteur d'une déficience visuelle. Mais dans ces 3%,
on n'a en fait qu'une minorité de personnes qui sont aveugles. Je vais prendre par exemple au niveau de la Belgique, mais le public de personnes reconnues aveugles selon les statuts, les critères de l'OMS. Donc, c'est après correction avec lunettes, avoir une vision égale ou inférieure à un vingtième ou un champ visuel réduit à moins de... Je suis de mémoire, hein, parce que moi, je peux pas avoir de pense bête, hein. On est à 10 degrés ou 20 degrés, je ne sais plus. Mais je pense que sur le PowerPoint, ça c'est indiqué. Là, maintenant, Des oui. personnes pour me venir. J'ai eu peur que j'étais tout seul. Non, non, t'inquiète pas, on est là. C'est vrai que c'est pas Ok, évident pour toi. On ouais, vient de passer sur la DIA, sur la malvoyance avec les, l'acuité visuelle et la cécité et les différences, en fait. ok. On peut Donc, situer. ok, oui, oui, ok, d'accord. Et donc, en fait, dans ce public-là, on n'a seulement que 0,3% de personnes qui sont réellement reconnues aveugles. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est donc vous, en fonction, en fait, quand vous faites une visite en tant que guide nature, il faut savoir que près de 80% de votre communication ordinaire n'est pas accessible à la personne déficiente visuelle sévère, hein. Donc, déficience grave, mais ça, je laisse cette partie-là plus être développée par Louis, qui vous donnera des schémas et des présentations à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est tout ce que vous allez mettre en place qui, en fonction de la déficience, va pouvoir diminuer par votre communication, par différents outils tels que ceux qui ont été évoqués plus avant, hein, vont pouvoir diminuer l'accès à l'information de la personne porteuse de handicap. Moi, j'aime toujours à dire, le but n'est pas de permettre à la personne aveugle ou fortement déficiente visuelle de voir ce que vous voulez dire, mais de pouvoir mieux le percevoir. Et donc, quand on est face à une personne atteinte d'un handicap visuel, ben, définir quels sont les besoins de la personne aveugle, c'est simple. Elle voit pas. À partir du moment où elle ne voit pas, on sait exactement les outils que l'on va devoir utiliser et mettre en place pour pouvoir répondre à ses besoins, que ce soit en termes de guidance, que ce soit en termes de toucher, etc. C'est simple. Tandis que la personne malvoyante, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas ici dans une binéralité. Donc, c'est pas je vois mal ou je ne vois pas. Je ne vois pas assez clair, mais la manière d'être malvoyant, il y a des dizaines, des centaines, ou pour ne pas dire des milliers de façons différentes d'être malvoyant. Et là, je laisse Louis, avec toutes ses compétences et son savoir, vous éclaircir le débat et défricher le terrain pour pouvoir après donner des exemples concrets d'outils pratiques. Merci Louis, c'est à toi. Je te remercie, Yann. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre le relais suite aux différentes explications qu'a donné Yann. Donc, effectivement, alors pour revenir même sur le braille, je complète ce que tu as dit, Yann. En France, on est même à entre 8 et 11% de personnes braillistes. Donc, c'est un élément sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure en termes d'accessibilité également. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet au niveau de la perception des personnes que vous serez susceptibles d'accueillir, je vais vous poser la question, donc, quelles sont les fonctions visuelles, et surtout, combien est-ce qu'on en retrouve? Alors, je vais préciser un petit peu ma question par qu'est-ce que j'entends par fonction visuelle. Je prends souvent la comparaison avec un appareil photo. Si vous souhaitez faire une photographie, quels sont les éléments de réglage que vous allez prendre en compte quand vous faites cette photo? C'est les caractéristiques de l'œil. D'accord? Notre œil fonctionne un petit peu comme un appareil photo. Et donc, à votre avis, combien d'éléments vont rentrer en compte justement parmi les fonctions visuelles? Donc, vous avez une question à choix multiple. Je vous laisse répondre et ensuite on verra pour les résultats. Donc là, vous pouvez tous à nouveau y participer, hein. C'est plus comme les questions tout à l'heure qui faisaient appel à votre expérience éventuelle avec des personnes déficientes visuelles. Ici, j'attends un petit peu plus que 10 réponses, hein. Donc nous sommes déjà à 24 personnes. Je vous laisse encore un peu de temps parce qu'on est quand même 45 à peu près.
Et Yann, je lirai tous les résultats aussi pour toi pour que tu puisses en prendre connaissance aussi. Merci. Voilà, là, on a 33 répondants. On est 47, mais il y a pas mal aussi de personnes du projet. Je vois que ça ne bouge plus trop. Donc, je mets fin au sondage. Et donc, à la question combien y a-t-il de fonctions visuelles? On a 45% qui ont répondu 4 fonctions visuelles, et puis 27% 6 et 27% 7 fonctions visuelles. Voilà, voilà. Alors, merci pour vos réponses. Alors, je vois dans les commentaires aussi Anthony Cotte qui met 3, donc ISO, ouverture, vitesse. Donc là, ça, c'est vraiment dans le cadre de l'appareil photo au niveau technique. Alors, on va retrouver en fait 7 fonctions visuelles. Je vais vous les donner. Donc, en fait, c'est bien les éléments qui vont entrer en compte dans la prise de vue que va faire notre œil. La première qui est primordiale, donc ça va être la lumière. Sans lumière, pas de vision. Vous comme moi, si vous vous levez la nuit et que vous prenez le petit orteil dans la table de chevet, c'est que vous n'avez pas de lumière alors que vous avez une vision parfaite. Sans lumière, on ne distingue pas. Ensuite, vous allez avoir les couleurs. Alors, on pense souvent, quand on parle de déficience visuelle et couleurs, au daltonisme, hein, qui est un exemple notamment de déficience visuelle. On va avoir les contrastes. On va avoir les formes globales, formes fines. Pour donner un exemple, forme globale, ça va être la silhouette d'une personne. Forme fine, ça va être les traits de son visage. Les reliefs, les distances et enfin les mouvements. Je vous ai mis une illustration sur la droite. Donc pour vous la décrire, c'est une image qui représente la façade d'une maison en bord de mer, donc avec le soleil qui est orienté de la gauche vers la droite. On va distinguer au premier plan différents éléments de couleur avec des fleurs qui sont roses. On va distinguer dans l'arrière-plan la plage, puis la mer, puis le ciel. Euh, les fonctions visuelles qui sont citées sur cette diapo-là, c'est des choses qui peuvent être impactées en fait avec certains types de déficiences visuelles. Parfois c'est une, parfois c'est plusieurs, parfois c'est toutes. Tout à l'heure, Antoine parlait également de personnes aveugles ou non-voyantes. Euh, il faut également savoir, je tiens à préciser que quand on parle de personnes aveugles, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des personnes qui vont forcément avoir un voile tout noir devant les yeux. Vous avez également différents types de personnes aveugles ou non-voyantes. Il y a des personnes aveugles qui vont quand même distinguer des sources lumineuses, par exemple, qui vont savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit, qui vont pouvoir distinguer un spot, par exemple, qui provient d'un néon. Donc, il faut bien se défaire aussi parfois de cette idée que forcément, ce sont des gens qui ne distinguent rien. Elles ne voient pas, mais elles peuvent distinguer certaines choses. Là, je vais vous présenter quelques grands types de perceptions qui sont liées à des pathologies. Ça, c'est vraiment les pathologies les plus connues qu'on va retrouver, notamment en France, mais aussi globalement au niveau mondial. Donc, c'est des grandes maladies cécitantes, hein, donc qui peuvent entraîner une perte partielle ou totale de la vue. Donc, Antoine, tu peux mettre la suivante. Donc, un des premiers types de vision que vont pouvoir avoir les personnes, ça va être la vision tubulaire. Donc, comme son nom l'indique, en fait, on a un rétrécissement de la vision par le champ visuel. Donc, le champ visuel, ça va être tout ce qui entoure en fait notre acuité visuelle. Pour reprendre un petit peu les termes qu'a utilisé Yann tout à l'heure, l'acuité visuelle, en fait, c'est la capacité de l'œil à distinguer un point fixe dans l'espace. Donc, c'est un peu le focal quand je prenais la comparaison avec l'appareil photo. C'est le point qu'on va chercher en netteté. Ben, le champ visuel, ça va être tout ce qu'il y a autour. Donc là, dans ce type d'exemple, la vision tubulaire, donc comme si on regardait dans un tube, ou alors on appelle aussi vision trou de serrure, hein, c'est qu'on va avoir un rétrécissement par l'extérieur. Là, typiquement, les personnes qui vont avoir ce type de vision, ça va être des personnes qui vont pouvoir faire de la motricité fine, hein, de la manipulation, qui vont pouvoir lire, qui vont pouvoir écrire, qui vont pouvoir cuisiner. Par contre, c'est des personnes qui vont avoir des grandes problématiques de déplacement. Comme vous le distinguez sur l'image, le fait de ne pas pouvoir savoir ce qui se passe à gauche, à droite, en haut ou en bas, ça va entraîner des difficultés de déplacement notamment. Pas que, mais c'est une des principales problématiques. Tu peux mettre la suivante, Antoine. Ensuite, un petit peu à l'inverse de la vision tubulaire, et ben là, on va avoir ce qu'on appelle la vision périphérique ou l'absence de vision centrale. Donc, ce type de vision, c'est l'apparition d'une tache au centre de la vision, donc au niveau de l'acuité visuelle, hein. Typiquement, c'est la pathologie la plus répandue qui a ce type de conséquences, c'est la DMLA, hein, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une maladie qui va survenir
principalement chez les personnes âgées de plus de 60-65 ans. Je tiens à préciser que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on précise liée à l'âge parce qu'il existe aussi des dégénérescences maculaires sans que ce soit lié à l'âge, donc chez des personnes plus jeunes. Là, donc sur la photo que vous pouvez voir, on a donc l'absence de vision centrale. Et donc, si je prends un petit peu les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, on va avoir effectivement beaucoup de problèmes également de déplacement, hein, parce que là, au niveau de la vision, il faut orienter son visage pour regarder la direction où on se dirige, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, tout ce qui est outils de médiation, où on va devoir rapprocher les yeux ou orienter le visage de côté, ça va être très difficile. Pour les personnes qui ont un reste visuel situé au niveau du champ visuel, je vous invite à faire l'exercice quand vous êtes dans une pièce avec plusieurs personnes. Vous regardez droit devant vous, mais vous essayez de décrire la personne qui est collée à vous sur votre gauche. Vous l'apercevez en fait dans le reste de votre champ visuel, mais c'est très compliqué de distinguer des détails, par exemple la couleur de ses vêtements, la forme de son visage, parce qu'en fait on n'est pas habitué à concentrer notre regard sur ce qu'il y a dans le champ visuel. C'est notre œil le prend en compte, mais c'est pas ce sur quoi l'œil va se concentrer. Donc là, c'est aussi une grosse difficulté pour la personne, notamment quand vous avez des outils de médiation. Ce qui peut être intéressant, ça va être dans ce cas-là de privilégier, on a vu tout à l'heure un petit peu le tactile, hein, tout ce qui est manipulation, pour pouvoir venir compléter justement ou suppléer cette absence de vision centrale. Vas-y, tu peux mettre la suivante, Antoine. Un autre exemple de vision, ça va être la vision floue ou tâche. Là, sur l'illustration que vous voyez, on a des tâches un peu disparates hein, qui vont être réparties de manière très inégale. Elles sont évidemment pas toujours positionnées au même endroit selon les personnes, hein. Et donc là, en fait, on va avoir un petit peu un problème qui peut lier les deux pathologies précédentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, selon l'endroit où apparaissent les tâches, des problèmes de vision périphérique, des problèmes de vision centrale. Parfois les deux. Un des exemples de pathologie, ça va être la rétinopathie diabétique. Donc, c'est une maladie qui est liée au diabète. Le diabète qui entraîne énormément de conséquences hein, de tout type. Mais voilà, l'apparition de taches sur justement l'œil, ça peut être une des conséquences du diabète. Donc là, selon l'apparition des taches et selon l'évolution de la maladie, on peut avoir des problèmes de locomotion, des problèmes de manipulation, évidemment d'autonomie. Tout dépend du degré de la personne. Donc ça, c'est également un des types de vision qui est assez répandu, j'ai envie de dire, chez les personnes déficientes visuelles, en tout cas une des maladies qui est les plus handicapantes. Ensuite, on va avoir un autre exemple qui est le rétrécissement de la vision périphérique. Donc là, c'est un petit peu un mélange entre ce qu'on a vu tout à l'heure, la vision tubulaire, mais également par tâche. C'est-à-dire que vous allez avoir un rétrécissement où le reste visuel existant ne va pas être forcément toujours très centré, selon l'évolution de la maladie qui est là, généralement, on est sur des personnes qui souffrent d'un glaucome, hein. Le glaucome, c'est une des maladies les plus excitantes au monde, qui est liée à une pression intraoculaire qui est trop élevée. Et donc, la pression exercée sur l'œil va entraîner dégénérescence et du coup peut entraîner ce type de vision. Donc là, on a un reste visuel qui peut être très restreint, où vraiment on va être à un niveau quasiment inexistant parfois selon l'évolution de la maladie aussi. Ces exemples-là, encore une fois, ce sont des exemples vraiment typiques. Après, il existe énormément, je suis souvent amené à dire, en fait, il y a autant de personnes déficientes visuelles que de déficiences visuelles. Vous n'aurez jamais le même type de vision chez deux personnes, y compris si elles souffrent de la même pathologie. Deux personnes avec un glaucome n'auront pas le même reste visuel, n'auront pas le même niveau de vision. C'est important de l'avoir en tête parce que quand vous accueillez un groupe, imaginons de personnes déficientes visuelles, hein, il faut savoir que chaque personne a une perception très différente l'une de l'autre. C'est ce qui explique aussi la complexité d'accueillir des groupes de personnes déficientes visuelles. Le fait d'avoir à chaque fois un outil de médiation propre à chacun, c'est très difficile à mettre en place. C'est pourquoi il va falloir imaginer des outils qui puissent correspondre au maximum de types de perception. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein, je pourrais essayer d'y répondre en même temps. Alors, la slide suivante, moi je vais vous parler un petit peu, c'était mentionné tout à l'heure. Attendez, je reprends aussi. J'ai entendu le terme donc d'audiodescription. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui mentionnaient l'avoir utilisé, mais relativement peu. La description, c'est un outil de médiation
que vous pouvez découvrir, que vous pouvez vous approprier également, qui est très important parce que, alors, il demande un temps de formation, bien évidemment. Par contre, c'est quelque chose qui ne va pas vous demander un coût en termes de création d'outils. C'est un gros avantage. Il y a une manière, plusieurs manières même d'audio décrire ou de décrire. Si je prends l'exemple, je voyais tout à l'heure dans la discussion la difficulté de décrire un ensemble et pas seulement une partie précise, où c'était apparemment plus facile. Mais imaginons que vous vous retrouvez devant un terrier que vous allez explorer avec les personnes, bah, donner une vision d'ensemble à des personnes non-voyantes ou déficientes visuelles ou malvoyantes, ça peut être un outil très intéressant pour vous. Donc la description de l'environnement dans lequel évoluent les personnes, bah, elle a plusieurs objectifs. Ça va être l'appréhension de l'espace, où est-ce que je me trouve, où est-ce qu'on va, de quel endroit on vient, et ça va contribuer à l'organisation d'un schéma mental. Ça, c'est notamment pour les personnes non-voyantes, le fait d'avoir une projection mentale de l'agencement de l'espace, en fait. Comment est-ce que les choses s'organisent autour de nous quand on est à un point A? Quand vous accueillez un groupe, l'approche de la description, elle dépend évidemment des besoins d'accessibilité de la personne. Qu'elle soit malvoyante, non-voyante, est-ce qu'elle perçoit les couleurs, les contrastes? Moi, je précise vraiment que vous êtes en droit de demander à la personne de quel niveau de vision elle dispose, quel est son reste visuel. Vous pouvez lui demander, bonjour, je suis la personne qui vous accueille aujourd'hui pour la visite, je vais vous demander votre niveau de perception. Comme ça va m'aider à vous orienter pour la description que je vais vous proposer. Déjà, ça va vous permettre d'éviter à chaque fois de choisir certains termes et pas d'autres, et ça va vous faciliter la tâche. Également, moi, je sais que en général, quand vous faites ce genre de métier ou en tout cas d'accompagnement de personnes, vous faites un métier qui vous tient à cœur. Interrogez les envies de la personne. Il y a des personnes aussi qui viennent et qui ont plus envie d'en savoir sur les composants minéraux du terri, par exemple, que sur la végétation. Donc, pareil, n'hésitez pas à venir sonder le public, les personnes que vous accompagnez. Qu'est-ce qu'elle a envie de découvrir, sur quels éléments elle souhaite avoir davantage d'informations. Le fait d'individualiser comme ça un peu ce recueil des besoins, ce sera d'autant plus efficace parce que déjà la personne que vous accompagnez, elle va se sentir concernée et sollicitée, non seulement en tant que personne déficiente visuelle, mais surtout en tant que personne. Et puis vous, ça va vous permettre d'avoir déjà des pistes sur ce que vous allez pouvoir expliquer ou non. Alors, je vois dans les commentaires, est-ce que c'est plus facile avec une maquette? J'en parlerai un petit peu tout à l'heure au niveau des outils de médiation, mais oui, je vais revenir là-dessus. Tu peux mettre la suivante, Yann. Alors, les mots tabous, il n'y en a pas beaucoup. Les mots qu'on va éviter d'utiliser. Dans la description que vous partagez avec les personnes, en fait, ce qu'on va éviter, c'est des mots qui vont pas avoir de référence concrète. Par exemple, les mots ici, là, attention. À proprement parler, pour une personne qui ne distingue pas ou qui ne voit pas, c'est des mots qui ne se réfèrent à rien. Donc, si vous lui dites là, il y a une chaise, d'accord, super, mais ça donne pas du tout d'indication précise sur où se trouve la chaise. Si vous l'invitez à s'asseoir en disant bah tu peux t'asseoir ici, en fait, ça va être extrêmement vague, ça va correspondre à rien. Tout simplement, on va utiliser des repères plus précis. Sur la gauche, sur la droite, en dessous, au-dessus, devant, derrière. Déjà, ça va donner des indications beaucoup plus concrètes en termes d'orientation. Il y a également une image que vous pouvez utiliser, c'est l'image de l'horloge pour donner des indications. À midi, vous allez trouver un ensemble de cèdres. À 15 heures ou à 3 heures, vous allez trouver un ruisseau. Et en fait, ça permet de pouvoir s'orienter aussi avec la personne. L'idéal, c'est de vous positionner dans le même sens qu'elle. Si la personne est sur votre gauche, vous vous mettez dans le même sens de direction. Donc pour vous, midi, ça aura la même signification que pour la personne que vous accompagnez. Donc ça, c'est des petits repères déjà que vous pouvez avoir en tête, qui sont pas compliqués en soi à mettre en place. Il faut l'avoir juste à sa connaissance. Je reviens un petit peu sur les mots. Tout à l'heure, je voyais dans le fil de la discussion le verbe voir, utiliser certains mots ou pas. Alors, je vous rassure, et Yann, tu me corriges si besoin, ne faites pas le tri dans le vocabulaire que vous utilisez. Le verbe voir, le champ lexical de la vision, tout le monde l'utilise, y compris les personnes déficientes visuelles. Quand elles vont au Ouais, cinéma, ouais, elles vont non. dire je vais voir un film. Voilà. Elles vont pas dire je vais Pour, écouter un pour, film. pour faire du travail de qualité, il faut de toute façon rester d'abord soi-même. Complètement, c'est ça. Et Voilà. surtout qu'en fait, ça va vous éviter aussi une gymnastique d'esprit à chaque phrase, vous dire ah non, ce mot-là, je peux pas. Et en fait, ça va être beaucoup plus discriminant de trier votre vocabulaire et les mots que vous utilisez plutôt que de parler normalement, naturellement.
Donc vraiment, vous pouvez vous détendre avec ces mots-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire voir, vous pouvez dire apercevoir, tous ces mots-là, il y a vraiment aucun souci. Ouais, tu peux mettre la suivante, Antoine. Alors, une des techniques pour la description, c'est la technique de l'entonnoir. Alors, la technique de l'entonnoir, comme son nom l'indique, en fait, on va partir du global, du plus large, en fait, de l'idée générale, et progressivement, on va arriver vers le détail. Donc, pour revenir à la question ou la remarque qui était dans le chat tout à l'heure sur, bah, effectivement, pour moi, ça a l'air plus simple de décrire quelque chose de précis plutôt qu'un ensemble. Euh, L'idée, ça va vraiment être de partir d'une idée globale, donc devant quoi on se trouve, vraiment, en une phrase ou deux, hein, maximum. Et puis ensuite, on va venir détailler en éléments principaux ce qui se trouve devant nous. Et ensuite, sur ces éléments principaux, on va apporter des détails. Donc, on décrit ce qu'on voit, donc le paysage, la taille de l'endroit, l'atmosphère. Et puis ensuite, comme indiqué sur le slide, on va progressivement venir zoomer, attarder son attention sur plutôt des détails, en tout cas des composants de ce qui se trouve devant nous. Les bâtiments, les couleurs, les personnes, les sons, les odeurs, les émotions. Et c'est ce qui va nous permettre de venir faire un focus à chaque fois sur un des éléments. Et ensuite, libre à vous, encore une fois, hein, de venir questionner les personnes. Est-ce que j'ai été assez clair dans ma description? Est-ce qu'il y a certains éléments sur lesquels vous souhaitez que je donne plus d'explications? Et le public, très généralement, se fait un plaisir de vous répondre, hein. Ils sont là aussi pour découvrir des choses, pour faire une visite. Donc, n'hésitez pas à les questionner là-dessus. Cette technique-là, elle est simple dans le sens où vous l'affinez aussi par rapport au public que vous accueillez. Il y a des gens à qui ça va suffire, vous aurez donné suffisamment d'informations, puis il y a des gens qui vont dire, bah voilà, moi je veux des détails sur la végétation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc cette technique-là, je vous invite à l'expérimenter déjà peut-être vous, hein, seul, sans public. Bah, en fait, il faut avoir un petit peu l'idée de verbaliser ce que vous pensez, vous, en tant que voyant. C'est-à-dire, là, je me trouve devant un terril, devant un espace naturel. Qu'est-ce que je vois là? Si on me demandait de me l'expliquer, que j'étais pas présent, qu'est-ce que je vois devant moi? Et donc de mettre des mots sur ça. Ça va vous faire un petit exercice et puis vous verrez que c'est très intéressant de verbaliser en fait ce qu'on pense naturellement, de mettre des mots et de se rendre compte en fait quand on l'écoute, bah, est-ce que c'est parlant ou est-ce que en fait non, il y a besoin d'apporter d'autres précisions. Alors je regarde en même temps le chat. La description est différente entre quelqu'un qui a vu par le passé, donc il y a des références, et quelqu'un aveugle de naissance. Oui, exactement. Ça, c'est une notion très importante. Alors, je peux apporter quelques éléments là-dessus maintenant, hein. Effectivement, les personnes non-voyantes de naissance, contrairement aux personnes qui sont devenues non-voyantes, elles vont pas avoir de catalogue de références en fait en tête. Les personnes qui sont devenues non-voyantes, elles vont avoir un répertoire de souvenirs, de couleurs, de sensations, quand on va dire une montagne, elles auront l'image d'une montagne. Quand on va dire un sapin, bah, elles auront l'image de ce sapin. Et effectivement, les personnes non-voyantes ne l'auront pas. Alors, ça ne veut pas dire que il faut pas les expliquer. Ça veut dire que justement, il faut utiliser des termes concrets. Et d'où l'importance en début de visite de demander quel niveau de perception ont les personnes. Ce qui vous donnera des pistes sur vos descriptions. C'est-à-dire que, alors vous pouvez parler des couleurs, hein, ça pareil, il y a aucun choix à faire là-dessus. Les couleurs font partie de la vie, les couleurs font partie des éléments que vous allez expliquer. Donc, il faut que ça fasse partie de votre description. Malgré tout, les personnes non-voyantes de naissance ont connaissance des couleurs, alors pas comme vous et moi, hein, ou comme la plupart des personnes sur la discussion aujourd'hui, mais c'est quand même des éléments qui rentrent en compte dans leur vie de tous les jours. Elles choisissent comment s'habiller, elles ont des couleurs préférées, comme vous et moi. Donc, c'est important de les décrire malgré tout, hein. On ne va pas faire fi de toutes les couleurs parce qu'on considère que les personnes ne les connaissent pas. C'est juste qu'elles les connaissent différemment de nous. Ça peut paraître abstrait parce que pour nous, évidemment, qu'une couleur, c'est très visuel. Pour certaines personnes déficientes visuelles, une couleur, ça peut correspondre à une sensation, à une personne, à une ambiance, à une musique, à une odeur. Ça dépend de chaque personne. Là, je ne fais pas de généralité, c'est vraiment propre à chacun et à chacune. Tout comme il y a des personnes pour qui le rouge c'est apaisant et d'autres personnes pour qui le rouge bah, c'est agressif. Donc précisez-les quand même ces couleurs. Pour les odeurs, c'est parfois complexe. Alors effectivement, les odeurs, c'est un outil qui peut être intéressant et en plus pas forcément que pour le public déficient visuel, hein. Les odeurs, je veux dire, je pense que la plupart d'entre vous sont toujours curieux quand ils ont l'occasion de pouvoir sentir un parfum ou une odeur particulière. Quand on reconnaît une odeur dans la rue qui nous est familière, on a toujours une émotion
qui est associé. Donc quand c'est possible, c'est intéressant. Je pense que dans les espaces naturels, vous pouvez jouer sur justement les différents éléments naturels. Le fait aussi parfois qu'un objet ou qu'une matière naturelle n'ait pas d'odeur, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être une question de température par rapport à un minéral ou alors à une roche. Donc ça, c'est des éléments qui vont en venir compléter en fait à chaque fois une des pertes de sensation, en tout cas de perception des personnes. Alors ensuite, sur la prochaine slide, les supports de médiation. Euh, oui, alors oui, je regarde dans le chat aussi, hein, pour le son, faire crier les personnes peut-il permettre de percevoir une distance, un volume? Alors, ça peut donner une indication sur une notion d'espace, effectivement, ça peut être intéressant. Un écho, chez les personnes non-voyantes, notamment de naissance, on a ce qu'on appelle la sensation de masse, hein. Le fait de venir toquer, par exemple, le bout de sa canne blanche sur le sol, en fait, la réverbération du son va permettre d'indiquer si on est dans une ruelle étroite ou alors si on arrive sur un espace un peu plus aéré. Ça peut être une idée. Ça peut effectivement être intéressant. C'est même Donc, parfois beaucoup plus fin encore, hein. oui, 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 effectivement. Ça peut donner des indications à la personne vraiment très, très précises. C'est quelque chose qui s'apprend, hein, effectivement, mais voilà, le son aussi peut être très intéressant pour ça. Alors, au niveau des supports de médiation, il y a eu quelques propositions qui ont été faites dans la partie dont parlait Yann tout à l'heure, hein. Donc, pour suppléer l'absence partielle ou totale de vision, donc en fait pour venir tenter de combler ce petit manque qu'il peut y avoir suite à l'absence de vision chez les personnes, on a plusieurs types d'outils qui peuvent être utilisés. Alors, les supports tactiles, ça vous en avez parlé, hein, donc ça va être des maquettes, des plans en relief, des représentations miniaturisées, des impressions 3D, des jeux de texture également, des matériaux de construction ou encore des œuvres en thermogonflage. Euh, Tous ces éléments-là sont très intéressants. Alors, encore une fois, vous verrez que l'intérêt de créer des outils de médiation de ce type-là, c'est qu'en fait, ça va vous servir aussi pour un tas de publics. Il faut vraiment les penser de manière universelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une maquette qu'il faudra la sortir que quand vous avez des personnes déficientes visuelles. C'est très intéressant de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur une maquette, ne serait-ce que pour un bâtiment ou pour un ensemble de bâtiments. En fait, le fait de pouvoir le voir du dessus ou de pouvoir le découvrir d'un autre point de vue, c'est toujours intéressant. Ça vient compléter un petit peu la vision qu'on peut avoir des choses. Et évidemment, pour les personnes déficientes visuelles, ça peut être intéressant aussi d'avoir cette projection parce que entre dire, eh ben, on se trouve là, on se trouve sur un chemin qui fait à peu près 200 mètres de long, qui va mener au terril. Et ben, le fait de pouvoir sentir avec ses mains sur une maquette ou un plan en relief la distance qu'on parcourt, ça va être, comme je vous disais, l'occasion de se faire un schéma mental en fait du lieu où on se trouve. Donc c'est très intéressant. Les impressions 3D, ça c'est un des gros avantages de cette technologie-là. Le fait de pouvoir reproduire avec des jeux de texture, hein, c'est de plus en plus intéressant ce qui se fait en impression 3D. Ça peut être des éléments miniaturisés, comme je l'ai indiqué, hein. Ça peut être un bâtiment un peu atypique, ou alors un arbre, ou alors une plante. Les matériaux de construction ou matériaux naturels, hein, les différents éléments qui vont composer un terril. Là, effectivement, le fait d'avoir différents types de charbon ou alors différents types de charbon qui sont détériorés avec le temps, ça peut être une façon de montrer justement l'évolution des terrils. Le thermogonflage, je vous en montrerai un sur le slide juste après pour vous fassiez une idée de ce que c'est. Ensuite, on a les supports olfactifs, effectivement, donc tout ce qui est essence de parfum, matière, éléments naturels. Comme je vous l'ai dit, c'est intéressant comme outil. C'est pas toujours facile à mettre en place, je parle des essences de parfum notamment, mais sachez qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, hein, qui créent des essences de parfum sur différentes thématiques. Il y a notamment le musée de Flandre à Cassel qui travaille avec des parfumeurs où ils vont créer des parfums qui correspondent à l'ambiance d'une peinture, par exemple. Donc c'est vachement intéressant et puis ça va venir éveiller tout un tas de souvenirs ou un tas de références qu'on pourra avoir au niveau olfactif. Et je vous en parlais aussi, matière ou éléments naturels, bah ça, c'est toujours intéressant aussi. Enfin, support audio, donc audio description, j'en ai parlé, audio guide, QR code, puce NFC. Puce NFC, c'est ce que vous avez dans votre téléphone qui vous permet de faire du paiement sans contact. Vous avez aussi des applications qui vous permettent de préenregistrer des documents audio, l'audio guide notamment, que vous devez également connaître.
Alors, pour l'impression 3D, connaissez-vous une banque de fichiers pour imprimer des oiseaux communs? Non, alors là, pas du tout. Pour le coup, je ne saurais pas vous répondre. La Par contre, question ouais, est super intéressante. ouais, je suis d'accord. Mais je rebondirai là-dessus peut-être sur le temps des questions. Alors, deux exemples que je vous ai mis, que nous, on a au sein du centre UNADEV à Lille notamment. On a un livre adapté, c'est L'inflorescence du mélèze, donc, qui est un livre à la fois en caractère agrandi, en braille, et avec du gaufrage. Donc le gaufrage sur papier, ça va être des empreintes qui vont être exercées sur le papier avec une presse et qui vont donc faire ressortir des reliefs, qui est un outil très intéressant également. Donc ça, par exemple, c'est un outil de médiation pour découvrir un élément naturel. Et à droite, je vous ai mis, c'est une maquette tactile d'une cuisine aménagée. Donc là, on est vraiment sur de l'impression 3D. Ça, c'est une maquette qu'on a réalisée en lien avec une équipe d'ingénieurs. Donc, c'est les écoles d'ingénieurs. En fait, ils ont plusieurs projets tous les ans. Et là, ils avaient un projet sur l'accessibilité. Donc, on les a sollicités pour faire une version miniature de notre cuisine pour que les gens qui vont occuper la cuisine puissent découvrir l'espace. Donc ça, n'hésitez pas aussi à faire jouer des structures aux alentours ou des lycées techniques. Souvent, il y a des projets de fin d'année qui peuvent être orientés vers l'accessibilité. Donc, si vous avez besoin d'une maquette ou de faire un plan en relief et tout ça, il y a parfois des choses que vous pouvez faire aussi de cette manière-là. C'est gratuit pour vous et c'est enrichissant pour les étudiants. Un autre outil que vous pouvez avoir en tête sur le prochain slide, pour les personnes malvoyantes, on considère, en tout cas on estime, d'après une étude, qu'il faut un contraste de moins 70% entre deux couleurs pour qu'elles soient perçues par les personnes déficientes visuelles. C'est évidemment une moyenne, d'accord? Mais ça vous donne déjà une indication. Donc sur le tableau que vous avez sous vos yeux, vous avez toutes les alliances de couleurs, avec à chaque fois, si c'est au-dessus de 70 degrés, c'est un mélange de couleurs que vous pouvez utiliser pour vos outils de médiation. Donc si vous pensez par exemple à un plan en relief d'un environnement ou un espace naturel, pensez également à utiliser cet outil de manière contrastée. Ça vous permettra de correspondre à chaque fois à la fois aux personnes non-voyantes et aux personnes malvoyantes. Plutôt que de diversifier au maximum les outils, là vous aurez un outil qui pourra effectivement venir répondre à plusieurs besoins. Donc ça, c'est un élément qui vous sera envoyé aussi, hein, parce que c'est vraiment, gardez-le dans un coin de votre bureau. C'est toujours un plus et ça évite aussi le traditionnel blanc-noir. Donc pareil, la roue des contrastes, ça, c'est un autre élément qui pourra vous être partagé. C'est un petit peu sur le même principe qui a été fait par le ministère de la Transition écologique. Alors, je répondrai aux questions, parce que je vois que le temps file, je répondrai aux questions juste après pendant le temps dédié. Donc là, on a parlé un petit peu des outils de médiation. En termes d'accompagnement physique, donc il y a la technique de guide qui est importante à connaître. Donc comment guider une personne déficiente visuelle. Donc ça, pareil, alors elle n'est pas compliquée, mais elle est importante à connaître pour qu'elle soit bien vécue et par la personne guidée et par le guide. Alors, votre aide, elle part d'une bonne intention, mais elle ne doit en aucun cas être imposée. Je précise ça parce que on a l'exemple typique de la dame un peu âgée au passage piéton, la personne qui arrive, qui lui prend le bras, qui traverse. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, parce que ça, concrètement, on appelle ça une agression, hein, c'est-à-dire que venir imposer un contact physique à quelqu'un qui l'a pas demandé, ça peut être mal vécu. Donc, quand vous accueillez une personne déficiente visuelle, on va toujours contextualiser, un peu comme pour la description dont on parlait tout à l'heure. C'est donner son nom, expliquer sa présence, expliquer pourquoi vous êtes là. Ça permet de vous situer dans l'espace et dans le contexte. D'accord? Si vous dites bonjour à tous et on va commencer la visite, là évidemment, ça va manquer d'informations. Vous pouvez même vous décrire globalement. Ça peut être intéressant aussi pour vous familiariser avec les personnes. Demandez à la personne si elle souhaite prendre votre bras ou si elle préfère vous suivre à la voix, à l'aide de votre silhouette. Ça va dépendre des besoins des personnes que vous allez accompagner, hein. Dans ce cas-là, vous prévenez la personne en cas d'obstacle, de dénivelé ou tout autre élément qui pourrait altérer son déplacement. Il y a des personnes qui vont vouloir être guidées avec vous parce que notamment c'est un lieu qu'elles connaissent pas et puis elles n'ont pas envie de se mettre en danger. Et puis il y a des personnes qui vont vouloir rester au maximum autonomes et qui donc ont globalement un reste visuel, mais pas forcément. Elles ont soit une canne, soit un chien de guide. Et donc dans ce cas-là, c'est des personnes qui vont vous suivre, globalement. Au niveau de la technique de guide, il y a quelques éléments importants. Donc le guide, il a deux rôles. Ça va être s'adapter au rythme de la personne et puis lui indiquer les obstacles.
Donc là, on a quelques petites règles vraiment incontournables que vous devez prendre en compte. Donc je rappelle, quand vous guidez une personne, c'est la personne guidée qui va vous saisir le bras. Généralement, en tout cas ce qui est enseigné dans les écoles pour jeunes aveugles notamment, la personne va vous saisir au niveau au-dessus du coude. D'accord? Donc vous avez le bras tendu le long de votre corps, ok? Pas besoin de plier le bras, le long du corps, et la personne va venir vous saisir du côté qu'elle choisit, au niveau du coude, juste au-dessus. D'accord? Cette position-là, elle vous permet d'être devant la personne. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui allez appréhender les obstacles avant elle. Si vous montez une marche, elle va le sentir dans les mouvements de votre corps. Si vous descendez, pareil. Donc, votre rôle, ça va être de ralentir lorsque le dénivelé ou la nature du sol change, annoncer si on tourne ou si l'on pivote, s'arrêter avant, après des escaliers et annoncer s'ils sont montants ou descendants. C'est valable pour les pentes également ou pour les montées que vous ferez dans les espaces naturels. En cas de danger, plutôt que de dire attention, comme je disais tout à l'heure, attention, c'est un terme qui ne va pas se référer à grand-chose. Euh, si on veut vraiment marquer un arrêt, ça va être de dire stop, puis une fois arrêté, d'expliquer la raison de cet arrêt. Là, on parle vraiment de mise en sécurité de la personne. Pour ce qui est des passages étroits, ça va être de passer son bras dans son dos, toujours le bras le long du corps, on va le passer dans son dos, et en fait, la personne, instinctivement, elle va se mettre derrière nous. Et vous, ça vous permet ensuite de vérifier, vous, si elle est bien dans l'alignement de vos épaules. C'est toujours à vous d'être devant. D'accord? Ça, c'est vraiment les quelque choses à prendre en compte quand vous guidez une personne. Le lien est très important entre vous et la personne guidée. Elle vous fait confiance pour être en sécurité et puis pour faire la visite. Donc vraiment, soyez conscient que, elle vous accorde une confiance totale. Ça, ces différents éléments, j'avais dit à Antoine, moi, je pourrais aussi vous communiquer plusieurs liens, ce soit une vidéo sur la technique de guide, ce soit des liens vers des partenaires qui peuvent produire des outils de médiation, tout ça, je pourrais les transmettre et ça vous sera envoyé. Là, on n'a pas le temps d'aborder tout dans le détail, mais ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez proposer en outils de médiation, en adaptation. La description est vraiment très importante et surtout, comment guider la personne correctement. Louis, Oui. juste pour compléter ce que tu dis, donc ne, ne pas avoir peur de demander à la personne également comment vous pouvez l'aider, parce que celle qui connaît le mieux ses besoins et sa méthodologie de mobilité, c'est elle-même. Parce qu'on Complètement. parlait de la technique du bras, mais certains préféreront être à gauche, d'autres préféreront être à droite. En fonction de votre taille ou de votre taille de la personne, ben, certains préféreront être plutôt avoir le bras sur l'épaule. Donc c'est vraiment Oui, bien sûr. au cas Oui, par oui, cas. Et quand on prenait l'exemple des escaliers ou d'une bordure, il est toujours important d'être bien à angle droit pour que la perception à laquelle tu faisais allusion puisse être perçue par la personne qui est guidée. Parce que si on tout prend à en fait. biseau, bah, elle peut arriver sur la marche en même temps que vous, quoi. Ouais, exactement. Je te Voilà, remercie de excuse-moi, hein. préciser. Non, non, tu fais bien. Ben voilà pour ma partie, si je me trompe pas. J'étais presque dans les temps. Il en connaît des techniques, hein, cet homme-là. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. J'en ai déjà répertorié plus d'une parce que aujourd'hui, c'est très bien. Vous avez été motivé par plusieurs questions. Et donc, je vais en prendre une. On posait la question. Mais ça, on y a répondu. Donc, les erreurs de langage. Donc, on peut dire, vous voyez, vous pouvez regarder vers la gauche ou vers la droite. Et donc là, vous faites bien la technique de l'entonnoir et vous faites une audio-description de ce qui se passe. Une autre question, et donc là, je vais la poser à Yann. Comment trouver le bon équilibre entre être attentif aux besoins et en même temps ne pas trop en faire? Bah, disons, vous devez d'abord vous poser la question de comment, quand vous êtes avec un groupe tout à fait ordinaire, comment vous faites habituellement, et donc pouvoir attendre et répondre aux besoins de la personne, parce que bah voilà, si elle est malvoyante ou une personne aveugle, forcément les besoins ne vont pas être totalement les mêmes, mais c'est elle qui se connaît d'abord elle-même, et en partant de là, vous allez pouvoir ben,
communiquer avec elle en répondant à ses besoins. Mais ce qu'il faut, si vous, par exemple, si vous avez mal à dire, regardez par là, non, par là, ça va pas aller. Ah, c'est sur la gauche ou à une heure, donc la technique de l'horloge, hein, vous précisez la direction, mais regardez, oui, si c'est un mot que vous utilisez habituellement. Il faut pas vous mettre mal à l'aise. Vous devez être tout à fait ordinaire parce que n'oubliez pas que si vous avez quelqu'un avec un handicap, en l'occurrence ici une déficience visuelle, vous êtes d'abord avec une personne. Euh, c'est comme là tout à l'heure en termes de mobilité. Non, je ne vais pas répondre parce que ça va peut-être être posé après. Mais donc voilà, donc ne pas avoir peur d'être vous-même dans votre communication, comme vous le faites de toute façon ordinaire avec un groupe. Parce que vous donnez des limites, c'est vous donner des freins, et la personne aveugle ou très malvoyante, elle perçoit très fortement ça. Et donc, si vous voulez justement qu'elle soit en sécurité, qu'elle puisse vraiment profiter de ce moment de nature où elle est avec vous, eh ben, vous devez rester à ce niveau-là vous-même dans votre communication. Juste une petite parenthèse. En fait, c'est Olivia qui nous a posé cette question-là et donc elle voulait préciser le contexte. Est-ce que on peut la laisser préciser le contexte? Je pose la question à mes Oui. collègues. Ah, Oui, oui, bien sûr, hein. Voilà, Olivia, tu peux activer ton micro. je me permets d'ouvrir votre micro, Olivia, donc vous Ça pouvez ajouter marche. le J'ai, contexte. j'ai mis un casque, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Super, très, parfait. très bien. Oui, pardon. Alors Yann a répondu en fait en grande partie, c'est parce que j'anime des ateliers de bricolage avec des personnes déficientes visuelles et Mhm. j'aimerais pouvoir le faire en nature, en extérieur. Et en fait, je suis vraiment toujours dans un équilibre entre accompagner vers l'autonomie et être sûr que la personne, voilà, elle puisse se laisser profiter du moment sans que je sois toujours en interaction avec elle et en même temps être sûr qu'elle se sente en sécurité, etc. Et du coup, je suis toujours en train de jongler sur est-ce que je réinsiste sur en lui posant des questions, est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Ou est-ce que je le laisse s'autonomiser et venir vers moi? Et c'est voilà, c'est l'équilibre que je trouve parfois un peu Mais ce complexe. que vous avez répondu vous-même, en fait, vous prévoyez votre atelier tel que vous l'avez conçu d'un point de vue pédagogique et organisationnel. Et au départ, vous dites à la personne, voilà, si à un moment donné, ça va pas, tu m'appelles, tu m'expliques ton problème et je t'aide. Parce que si régulièrement vous allez vers elle pour lui poser la question, c'est pas pour l'aider elle, c'est pour vous rassurer vous. Bien sûr. Mais en vous rassurant vous, elle, vous la mettez dans l'inconfort parce qu'elle dit, oulala, pourquoi est-ce qu'elle me demande sans arrêt si ça va? Ok, Donc voilà. c'est Mais parfait, merci. bien prévenir au départ de pouvoir exprimer si à un moment donné ça va pas, de le dire, il n'y a aucun problème que vous êtes là pour ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, Yann. J'espère que Merci. ça vous aidera. On a une autre question, et donc là, je vais la poser à Louis. Existe-t-il des banques de données adaptées? Donc, par exemple, des oiseaux. Est-ce que c'est possible de trouver ce genre de choses qui sont adaptées et qu'on pourrait alors soit donc imprimer en 3D ou Alors, des autre? banques de données, pas à ma connaissance, en tout cas pas qui soient centralisées. Euh, D'accord. J'en ai pas connaissance. Par contre, ce que je vous invite à faire et que parfois les structures ou les personnes ne pensent pas à faire, ça va vraiment être d'aller solliciter d'autres acteurs et actrices de terrain qui ont possiblement déjà mis en place des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, souvent, on se retrouve dans son coin à faire ses outils de médiation un peu en essayant de s'arranger avec ce qu'on a sous la main. Et parfois, on passe à côté de choses évidentes ou de choses auxquelles on ne pense pas du tout. Donc vraiment, ne pas hésiter à aller solliciter des musées, des structures culturelles qui ont déjà des outils de médiation, même si c'est pas du tout sur votre territoire. Vous pouvez demander à des structures dans le sud de la France ou alors à l'est de la Belgique ou même aux Pays-Bas qui ont des outils assez intéressants. N'hésitez pas à demander conseil ou à vraiment aller regarder ce qui se fait ailleurs. Ça vous permet aussi de se faire une idée de qu'est-ce qui est déjà proposé et donc peut-être ce à quoi les personnes ont déjà été confrontées lors de visites. Et puis ça vous aiguille aussi et ça peut paraître aussi beaucoup moins décourageant parfois de voir qu'en fait il y a déjà plein de choses qui se mettent en place. Après, pour répondre à la question, non, à ma connaissance, je connais pas de banque de données de support à imprimer ou à reproduire.
Merci. On a un ressenti et donc je vais le communiquer. On avait une personne dans le chat qui disait qu'elle avait peur que le site ne soit pas assez adapté pour les personnes déficientes visuelles. Donc, est-ce que Yann, tu pourrais peut-être répondre à ce ressenti, toi, en tant que personne déficiente visuelle? On m'entend là, hein? Oui, tout à fait. On Ok. t'entend. Écoute, ça, en fait, ne connaissant pas le groupe, le site, le Terry en lui-même, je peux pas y répondre. Euh, mais il est sûr que, comme je disais là tout de suite, on est d'abord face à une personne et en fait, on ne peut pas, on a une personne malvoyante, c'est telle case. On a une personne aveugle, c'est telle case. C'est comme pour les valides. Il y a des valides que vous ferez jamais monter sur un Terry. Moi, j'ai déjà fait de la rando et fait la traversée des Pyrénées, par exemple. Je fais de la spéléo. Donc voilà, aller sur un terri, pour moi, c'est pas un problème. Mais pour un autre déficient, une autre personne non-voyante, ça pourra être une difficulté. Mais pas non pas parce qu'elle est non-voyante, mais d'abord parce que c'est une personne et que de manière individuelle, on a tous nos limites. Donc, moi, ce que je proposerais dans un premier temps, c'est d'identifier mais sur le terri quel est le parcours le plus carrossable, le plus facile qui peut être utilisé, et et en fonction de l'autonomie de la personne, parce que on peut aussi bien avoir des personnes porteuses d'un handicap visuel qui viennent dans le cadre d'un groupe, d'une sortie organisée, mais aussi qui pouffent des bouches comme ça, avec un groupe d'amis ou quoi que ce soit, de manière tout ordinaire. Et moi, étant plutôt dans la branche liée à l'inclusion, c'est plutôt ce genre de choses-là que j'aime pouvoir être mise en place. Et donc, on commence par un parcours simple, et en fonction on voit comment là où les personnes se débrouillent, dire, ah bah là, il y a une bifurcation, là à droite, c'est un peu plus compliqué si on va par là, mais je sens bien que ça ira. Et là, à la limite, on s'arrête, on pose la question. Voilà, j'ai deux possibilités. Vous voulez qu'on continue sur le terrain tel qu'il est là, ou j'ai des choses plus intéressantes à aller voir, mais le terrain est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc, on avance toujours en connaissance de cause en disant à la personne vers où on va aller et afin de pouvoir elle-même jauger son niveau de difficulté. Comme je dis toujours, c'est d'abord la personne qui se connaît elle-même, quoi, hein. Et donc ne pas vouloir penser à la place de la personne. C'est très important. Donc, je pense que comme nous, ça sera plutôt des visites inclusives. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à la bonne communication qu'on pourrait mettre en place pour communiquer à l'ensemble des personnes. Donc ça sera pour un autre temps de réflexion avec mon collègue Antoine. Alors, on a Là, une là, autre là, question. je dois continuer, je veux continuer sur ce qui a été dit parce que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. Je pense que c'était Aurélie qui a posé la question juste là. Euh, il faut savoir, ça c'est sûr et certain, à partir du moment où on a des personnes déficientes visuelles ou aveugles dans le groupe, vous devez faire un choix. Soit effectivement une sortie un peu plus courte ou une sortie identique mais avec un temps plus long. Parce que d'office, lorsque vous allez avoir des personnes atteintes de déficience visuelle, il va y avoir besoin de plus d'explications. Parce que voilà, il faudra aussi être beaucoup plus technique souvent, parce que les personnes non-voyantes, pour se faire des schémas mentaux, aiment bien avoir des données techniques. Et alors, la mobilité aussi va être plus lente. Ça, de toute façon, ça c'est sûr. Donc, c'est un choix que vous devez faire par rapport à votre organisation à vous, ou un parcours un peu plus court, ou un temps plus long. Mais c'est très important comme prise en compte. Merci pour la question. Excuse-moi, hein. Oui, non, pas de problème, avec plaisir. Ben, j'allais justement lire cette question. On a aussi donc un sentiment que on oublie un petit peu l'accessibilité numérique. On avait une personne qui disait cela dans le chat, qu'on oublie un petit peu l'accessibilité numérique des documents du quotidien. Donc, par exemple, les invitations, les affiches. Et je tiens à préciser, je l'ai appris à mes dépens ici il y a une semaine les PowerPoint, les personnes déficientes visuelles, leurs lecteurs ne permettent pas de lire les PowerPoint. Donc, je ne le savais pas. Je l'ai appris grâce à Yann. Donc voilà. Oui, effectivement, il faut faire attention à cela. Si vous voulez faire des visites inclusives, il va falloir aussi réfléchir à cette communication afin qu'ils puissent avoir
le droit et l'accessibilité à cette communication. Je ne sais pas. Les choses devraient évoluer avec l'intelligence artificielle, hein, mais on commence à voir certains changements. Mais voilà, mais souvent en fait, ce qu'on fait, c'est on a une affiche par exemple, on va prendre l'affiche, on va hop la mettre sur le site, etc. avec toutes les infos pratiques et tout. Mais nous, on arrive là-dessus, en manière générale, ça va nous dire graphique. Et voilà. Et donc, c'est un peu limité, quoi. Oui, effectivement. Alors, ben, il y avait une autre marque aussi, mais ça, Louis a bien répondu dans le webinaire. Comment fait-on quand on n'a pas de support adapté? Et donc là, je pense que n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions, parce que je pense que on a répondu à cette question. Et alors, juste une petite remarque, je tiens à préciser que Yann est venu avec moi sur le terri du Bailmont le 6 janvier pour les Belges. Et le 6 janvier, il y avait beaucoup de neige et il est monté avec moi sur le terri. Donc, comme quoi, parfois on se dit qu'un terri n'est pas accessible pour une personne en situation de handicap déficient visuel et eh bien, on peut être très, très étonné. D'ailleurs, ce qui est arrivé ce jour-là, c'est que tu m'as d'abord demandé si tu souhaitais que l'on reporte du fait de l'état du terril. C'est moi Tout qui à t'ai fait. dit non. Et finalement, ben, sur le terril, c'est un des encadrants et s'est cassé la figure et pas moi. Voilà, la petite anecdote, c'est David, pour ceux qui le connaissent, qui est tombé, mais mais pas Yann. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Ah oui, voilà. Donc on a une autre question d'Aurélie, qui est guide Terry. À qui peut-on s'adresser pour promouvoir nos sorties? Y a-t-il des lieux, des sites faisant la promo des activités inclusives en Belgique? Euh, oui, effectivement, il y en a. Euh, Moi, je peux vous dire que vous pouvez déjà, enfin, Yann, tu confirmeras, je peux vous dire déjà pour les Belges qu'on a un conseil consultatif en général dans chaque commune et un employé au service Handi Contact. Et donc, normalement, il a une liste de personnes en situation de handicap qui se trouvent dans sa commune et donc, il peut promouvoir vos sorties inclusives au niveau communal et il sera très heureux de le faire. Et n'oubliez pas aussi que les personnes, donc les aînés, deviennent aussi des personnes en situation de handicap et parfois. Et donc, il y a également un service des aînés qui peut faire la promotion de vos visites inclusives et ils seront très heureux. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yann. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que ça pourrait être référencé sur le site Accessi. Il y a un site Accessi qui répertorie tous les lieux et les choses qui sont adaptées à des publics à besoins spécifiques en fonction du type de handicap. Et là, je pense que l'on pourrait référencer aussi ce genre de d'informations. Donc, faut J'ai aller une ré- directement sur le site Accessi pour trouver les infos. Non, malheureusement non, parce qu'en fait, tout est payant sur le site Accessi. On a eu une réunion en amont avec eux, Magnifique. justement, et Mais c'est donc faisable, mais même c'est payant. voilà, c'est faisable, c'est payant, et alors il faut renouveler l'adhésion à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour ce moment, enfin voilà, pour ça pour l'instant. Donc c'est pour ça que moi je vous relais vers les services Handicontact, les services communaux. N'hésitez pas Et pour les Belges et les les assos aussi. Oui, associations qui travaillent dans le milieu ouais, et pourquoi pas aussi ben, envers les écoles d'enseignement spécialisées pour des activités scolaires, et également aussi des services résidentiels pour adultes qui peuvent être intéressés. tout à fait. Et là, vous pouvez consulter les centres qui sont agréés par la VIC. Enfin, je peux vous les donner. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas pour les Belges à m'envoyer un document et enfin une demande de mail et je vous enverrai la liste des centres qui sont agréés par la VIC. Et donc là, vous aurez aussi du monde qui pourrait venir à vos sorties.
par rapport à avec la des France, Louis. éducateurs. Mais par rapport à la France, ça, je ne peux vous répondre. Donc ça, je vais renvoyer la balle vers Louis et vers Antoine. Oui, Louis. Bah, pour la France, c'est un peu différent. Enfin, on va dire que c'est beaucoup les associations qui se font le relais des personnes. Après, je regardais aussi dans le chat, il y avait une question sur les jeunes aussi qui était difficile à atteindre en public déficient visuel. Alors, nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, mais nous, on se l'explique par le fait qu'en fait, les jeunes sont majoritairement scolarisés dans des écoles spécialisées et que donc, ils ont déjà un suivi, ils ont déjà des cours avec les AVGistes, des cours avec des instructeurs en locomotion. Ils sont sur le rythme scolaire, donc rapidement, bah, c'est compliqué en journée. Donc, en fait, nous aussi, on a beaucoup de mal à toucher les jeunes en termes de public, ou alors sur des temps plus informels en soirée ou le week-end, mais vraiment, généralement, ce sont des enfants qui sont déjà suivis ou qui ont déjà un accompagnement. Donc ça explique aussi pourquoi on n'a pas forcément beaucoup de présence de public jeune. Après, moi, j'invite les personnes vraiment à contacter pour les relais les associations locales ou nationales ou régionales qui, elles, vont avoir en fait un peu un mailing de toutes les personnes concernées sur un territoire et qui se font le relais des informations. Je Merci, Louis. Et, reprends. et, et, et- Oui, vas-y, oui, Yann. vas-y. Non, vas-y, Antoine. Non, non, je répondais juste sur la France. Oui, oui, je pense que de toute manière, pour l'instant, alors, on n'a pas de référentiel typiquement dédié à cet handicap sur les espaces naturels, mais en effet, un peu comme lors de nos formations, l'idée, c'est vraiment de faire avec les personnes en situation de handicap. Et là, je rejoins Louis de forcément se rapprocher de ces personnes. Je reviendrai juste après, Yann, si tu veux, sur ce que font le CPIE Flandre-Maritime côté français et la LPO Île-de-France, qui a l'air d'avoir aussi un peu d'expérience là-dessus à partager. Et notamment, on parlait Mhm. de référentiel tout à l'heure et de sites. Donc, si Vincent, tout à l'heure, veut prendre la parole, et je te laisse Yann et peut-être après on reprend Vincent, s'il est toujours là. Non, non, moi j'avais plus grand-chose à ajouter, si ce n'est que par rapport à vos structures d'organisation, si vous avez un site dédié, de malgré tout ben, mettre un onglet accessibilité PMR et derrière cet onglet-là, mettre les différentes choses que vous avez mis en place parce que les groupes individuels, quelqu'un qui veut venir chez vous, ça va plutôt être avec la famille ou des amis ou quoi, et dire ah bah tiens, il y a des trucs accessibles, puis on va une fois voir ce que c'est, et là de se rendre compte que qu'en fait, ah bah oui, il y a moyen d'adapter la visite, machin, etc. Donc via vos sites aussi, hein, vos outils ordinaires, communiquer sur ce qui existe. Et il y a un onglet spécifique. Comme ça, l'information peut être trouvée plus facilement. Ok, Il il reste reste 4 quelques minutes. minutes, 4 minutes. Est-ce que Vincent, tu veux poser tes questions? Enfin, juste relever en tout cas ce que vous avez fait très rapidement. Vincent Le Calvez de la LPO Île-de-France. À moins qu'il nous entende pas. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, Ah, génial. Encore deux merci pour minutes, les. hein, s'il te plaît. Ouais, donc nous, on a commencé à faire des sorties spécifiques pour la communauté aveugle. C'est avant tout des grands moments de plaisir et de partage. Et puis, il y a vraiment une envie de non-voyants et aussi de malvoyants de découvrir les oiseaux, les chants d'oiseaux, les écosystèmes, etc. Et puis on commence à créer des petits outils, des guides pratiques, notamment des dessins en relief, avec des dessins en relief, de l'impression en 3D, mais on est confronté à des problèmes techniques. Et c'est pour ça que nous, on recherche par exemple des banques de données, de fichiers numériques pour pouvoir imprimer le simple rouge-gorge, le merle noir, les tourneaux sans sonner, des choses comme ça. Et là, on est confronté à ça, on n'arrive pas à trouver. Voilà. Mais en tout cas, c'est un grand, grand moment. C'est vraiment ouais, des chouettes sessions, des chouettes sorties. Voilà. Et en termes d'éducation à la nature, on gagne énormément euh, pour les animations après classiques pour tout type de public. Voilà. Ok. C'est vrai que ça, Et c'est pour quelque parler... chose d'important. Ouais. Oui, c'est quelque chose d'important qu'il faut relever, c'est que en fait, tout ce que vous allez mettre en place en termes d'adaptation, en termes de communication, en termes de pédagogie, des retours que j'ai souvent eu par la suite, c'est, alors, je m'attendais pas, mais finalement, je vois les choses différemment, je les vois mieux, et finalement, j'ai trouvé des outils que je peux utiliser avec le public ordinaire. C'est vrai.
Et Vincent, tu Tu nous peux prendre parlais la quand même parole. de banques d'images, même si on n'a pas forcément des oiseaux, des plantes, enfin, en tout cas ce qu'on voudrait en tant que guide nature ou animateur nature, mais tu nous parlais d'un site. Tu peux peut-être en parler un peu plus. Là, j'ai juste posté le site de l'INSEI, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui forme les enseignants spécialisés. Il y a quelques trucs à glaner. Il faut pas hésiter à les contacter en disant bah, nous on voudrait avoir, je sais pas, une coupe de terry, etc. Et ouais, ça pourrait le faire. Je pense il faut voir parce qu'après c'est des documents qui sont utilisés en classe par les enseignants qui ont des gamins DV. Voilà. Donc faut pas hésiter à les embêter. Merci. Merci Vincent. Marion, tu voulais peut-être t'exprimer aussi du CPE Flandre-Maritime? Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de faire rapide. Nous, en fait, la communauté urbaine de Dunkerque s'est lancée dans la labellisation Destination pour tous. Donc, on a eu un accompagnement pour proposer des activités pour les différents types de handicap. Et notamment, on a mis en place une activité pour les personnes déficientes visuelles sur la plage. Alors, on s'était posé la question dune ou plage, mais la dune, ça nous semblait un petit peu plus compliqué en termes d'accessibilité du terrain. Et donc, on a proposé une activité sur la plage. Et donc, pour ça, on a créé une maquette tactile qui représentait en fait la coupe de la plage, donc depuis la digue jusqu'à la mer. Donc, on l'a fabriquée avec nos petites mains, voilà, avec des textures différentes. On a également fait des planches spéciales oiseaux marins et littoral du Dunkerquois, alors avec une imprimerie qui s'appelle La Ville, qui fabrique des choses, alors je sais plus quel terme, ça doit être des formes thermogonflées. Voilà. On a beaucoup utilisé le tactile. On a fait toucher les différentes textures de sable. Voilà. Alors c'était une petite équipe. On a fait aussi un test avec une association spécialisée dans les personnes en handicap visuel. Et donc ça nous a permis en fait de faire un test grandeur nature. Et tout le monde a beaucoup apprécié. Parce que voilà, ils ont très peu l'occasion de sortir et d'avoir ce type d'activité. Donc, ils ont trouvé ça très chouette. Voilà. Bonjour Marion, excuse-moi, l'association dont tu parles, c'est le Halo? Non, alors nous, la structure qui nous a accompagnés ou la structure de personnes aveugles, Ouais, le deux personnes aveugles. c'était Vite à vue à Ah, Dunkerque. Vital. D'accord, Ouais, ouais. Ok, je te remercie. de rien. Merci Marion pour partage d'expérience si j'y arrive. On avait d'autres petites questions qui concernent un peu la communication. Euh, je pense que c'est un thème qui revient souvent à chaque formation, enfin à chaque webinaire. Comment on communique, quel logo, etc. Je pense qu'il y a un webinaire qui sera un peu consacré un peu plus à ça, je pense, parce que même nous, on y réfléchit et on est tous autour de la table, on n'est pas d'accord sur comment on communique, est-ce qu'on met des logos, quel type de logo, est-ce que c'est vraiment inclusif de mettre des logos. Enfin voilà, je vais pas revenir sur toute cette question-là, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un échange plus approfondi. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être que Stéphanie, tu aurais relevé que j'ai pas vu avant de conclure. Je pense qu'on a repris les différentes questions du fil de discussion. Peut-être, Antoine, tu peux remettre la dernière du diapo pour rappeler les dates pour nos guides ambassadeurs Thierry. Donc, c'est vrai que la question avait été posée dans le chat. Voilà, il y avait des personnes externes, je vais dire, au projet Destination Thierry ou à nos guides ambassadeurs Thierry qui étaient demandeurs de pouvoir participer à ces journées de terrain. Donc, il y a deux volets à chaque fois à nos formations visites inclusives, le volet webinaire ici, que évidemment, avec plaisir, on ouvre à tous pour tous ces échanges d'informations. Et encore merci à tout le monde pour les échanges
échanges que vous avez eus dans le fil de discussion. Et en complément, parce que voilà, il y a rien de tel que de le vivre quand même, et pas derrière un échange par écran, on propose à nos guides ambassadeurs Terry une immersion, une expérience sensorielle sur le terrain, mais du coup, pour que ça reste qualitatif en petits groupes. Mais donc, si tu sais réafficher la DIA, Antoine, donc c'est le 7 mars et le 21 mars. C'est ça, Donc, je sais pas c'est si vous le pour voyez. Non, on est en fait sur l'onglet de l'INSEE, le service de documents adaptés aux personnes déficience visuelle. D'accord. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que pour relancer nos guides ambassadeurs qui sont présents, qui ne se seraient pas déjà inscrits, il reste encore quelques places. Voilà, elles auront bien lieu. Il y a déjà suffisamment de personnes inscrites pour les maintenir. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a encore un peu de place. Donc si vous hésitiez, il est encore temps de contacter Karine ou moi, donc Roxane pour les Wallons ou Stéphanie de Chana, Antoine et Karine pour les Français pour vous y inscrire, pour compléter et pratiquer ça sur le terrain. Euh, voilà. Et alors, pour celles et ceux qui auraient encore juste 2 petites secondes, mais on voulait aussi voilà, lancer un dernier petit sondage pop-up qui s'affiche normalement devant vos yeux avec 4 petites questions un peu pour évaluer à chaud. Voilà, comme vous aurez compris, on est amené à faire plusieurs fois ce type de webinaire sur les différents types de besoins spécifiques et de déficiences. Et donc, on est preneur de vos retours, de voir tout d'abord est-ce que vous avez apprécié ce webinaire. Si vous vous sentez un petit peu plus confiant, outillé pour accueillir des personnes déficientes visuelles lors de vos sorties nature suite à ce webinaire. Donc là, c'est des cotes, je lis tout haut pour Yann et pour les quelques personnes qui nous suivent via un smartphone et qui n'ont pas le pop-up. Donc pour ces 2 premières questions, c'est une note de 0 à 5 pour voir voilà, si vous avez apprécié, si vous vous sentez plus confiant. Puis une petite question, participerez-vous à nos prochains webinaires? Donc là, je donne aussi l'info qu'il y avait sur la dernière dia. Le prochain, ce sera sur les déficiences auditives et il aura lieu au mois de juin. Il n'y a pas encore de date, mais évidemment, on vous tiendra informé. Voilà, notre mailing list, notre liste de destinataires s'étoffe au fur et à mesure des webinaires et on ne manquera pas de vous tenir informé de la prochaine date. Et enfin, ben, voilà aussi plus pour nous, connaissiez-vous déjà le projet Destination Terry ou est-ce que via la circulation de cette invitation au webinaire, vous découvrez ce projet? Et donc là, il y a un oui, non, mais ça m'intéresse. Et donc, dans ce cas-là, je vois qu'il y en a certains qui ont écoché non, mais ça m'intéresse. Donc, on vous invite, voilà la DIA en question qui s'affiche. Et donc, on vous invite à consulter notre portail internet destinationterry.eu ou nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est assez actif sur Facebook. On a un compte Facebook, un compte Instagram, LinkedIn et un compte YouTube aussi où sera rediffusé les webinaires. Le précédent y est déjà et celui-ci sera hébergé sur YouTube très prochainement aussi. Je... Roxane, Oui, oui, juste Yann. excuse-moi, tu n'as peut-être pas vu, mais il y a Olivia qui demandait, pour le cas où il restait encore des places, si c'était vraiment ouvert qu'aux ambassadeurs. Je sais pas si tu as vu le message. Voilà. Ben, alors là, on devrait peut-être faire le point en interne avec Antoine, Karine et Stéphanie. Donc, l'idée, c'est effectivement de pas fermer la possibilité en priorité à nos guides ambassadeurs Terry de participer. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut prendre les coordonnées des personnes intéressées et de les avoir entre guillemets en liste d'attente pour si on n'est pas full, pourquoi pas peut-être. Et je pense qu'Antoine si tu veux repréciser ce que tu avais dit par commentaire, qu'il y avait peut-être des possibilités a posteriori aussi de En fait, formation. l'idée d'un projet Interreg, c'est, bon, là, voilà, on a un public cible, on a été financé en partie par l'Europe sur cet objectif-là enfin, pardon, de former des personnes bénévoles, enfin, nos bénévoles Terry, français et wallons, du coup. Mais l'idée, c'est de poursuivre l'aventure derrière et l'Europe nous finance pour on puisse pérenniser les actions dans le temps. Donc, l'idée, c'est peut-être d'envisager des formations à destination des animateurs pros par la suite. Voilà.
Mais dans un premier temps, à voir évidemment s'il y a des gens de la région, si ça rentre et qu'on arrive à faire quelque chose une journée qualitative quand même de formation, mais on peut en reparler. Faut prendre contact avec nous. Voilà. Voilà, voilà. Je relisais en même temps tous les échanges dans le chat, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est très chouette aujourd'hui parce que vous répondez entre vous dans les questions, dans le fil de discussion. Donc, merci pour vos échanges. Et donc, oui, je vais peut-être commenter les résultats comme ça. Yann, tu as aussi l'info. Donc, retour très positif sur la première question. Avez-vous apprécié ce webinaire? Donc, on a 72% qui disent 5 sur 5, donc 5 étant oui, j'ai apprécié, j'ai appris des choses, et 28% 4 sur 5. Donc il n'y a pas de cote moins négative. Vous sentez-vous plus outillé, plus confiant? On a 60% qui mettent 5 sur 5, 20% 4 sur 5 et 20% 3 sur 5. Donc là aussi, chouette, on a répondu à l'attente. On a 72% qui nous répondent oui, probablement je participerai au prochain webinaire et 28% peut-être selon les sujets. Et connaissiez-vous le projet Destination Terry? On a une petite majorité de 56% qui connaissaient et dans le reste qui ne connaissaient pas, on a quand même un quart qui dit non, mais ça m'intéresse. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette premier retour à chaud. Merci à tous d'avoir répondu. Et voilà, je sais que certains ont déjà quitté, mais merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Et merci à nos Ah, intervenants. Oui. oui, Merci. un tout grand merci par votre implication, ben, de nous permettre à des personnes telles que nous de pouvoir voir mieux et plus loin. Merci Yann. Merci Merci Yann. Yann, merci Merci, Louis. Yann. Merci Louis, merci Yann, et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. À vous aussi. Un À très plaisir. Merci, bientôt. merci. Au revoir. Au revoir.